Bonsoir. Je m'excuse d'avance pour la frustration que je vais vous infliger. Je n'ai aucune image à vous montrer. Copernic pythagoricien. La question des précurseurs de l'héliocentrisme. Qu'est-ce que l'héliocentrisme copernicien? C'est d'abord une cosmologie dont les traits constitutifs, radicalement différents de ceux du géocentrisme traditionnel, sont posés par Copernic à titre de principes relevant de la philosophie naturelle. En voici les principaux traits. La Terre est une planète mue par plusieurs révolutions autour du Soleil. Le Soleil occupe le milieu du monde et est immobile. La sphère des étoiles fixes, elle aussi, est immobile. Le monde, immense, est semblable à l'infini. Les éléments constitutifs de cette nouvelle forma mundi sont, pour reprendre les termes mêmes de Copernic, comme la pierre de fondation sur laquelle repose toute la science des astres. C'est seulement sur cette base qu'on peut mettre en évidence le rapport direct liant distance des planètes au Soleil avec leur période de révolution. Je cite Copernic. Nous découvrons dans cette disposition l'admirable proportion qui règne dans le monde et une liaison véritablement harmonieuse entre le mouvement des orbes et leur grandeur, telle qu'on ne peut la trouver d'aucune autre manière. Disposition qui permet en particulier de donner la raison d'apparence jusque-là inexpliquée, comme le phénomène complexe des stations et des rétrogradations des planètes, dont Copernic écrit, je cite, qu'il procède de la même cause qui consiste dans le mouvement de la Terre. Ces propos de Copernic sont tirés du premier livre du De Revolutionibus, qui est essentiellement de nature cosmologique. Les 5 livres suivants relèvent de la discipline astronomique proprement dite. Ils contiennent des séries d'observations, des modèles géométriques, des règles calculatoires et des tables numériques, dont la finalité est de déterminer pour tout temps donné la position des planètes en longitude et en latitude, exactement comme dans l'Almageste de Ptolémée, auquel Copernic entend substituer son propre traité. La question examinée est: l'héliocentrisme copernicien dont on vient de rappeler les grandes lignes a-t-il eu des précurseurs? En entendant par là des penseurs qui auraient formulé une vision alternative à celle du système géocentrique dont Copernic aurait été tributaire pour prouver, concevoir et développer son propre système du monde. À s'en tenir à une approche historiographique riche en suggestions, la réponse serait oui. Mais une autre réponse paraît plus probable, comme on le verra à la fin de cet exposé. Voyons donc qui sont les divers candidats à la fonction de précurseur prêtés à Copernic dès que sa doctrine a été connue. Le 5 mars 1616, la congrégation romaine de l'Index ayant pris acte que Copernic enseigne, je cite, « la fausse doctrine pythagoricienne, totalement contraire à l'écriture sainte de la mobilité de la Terre et de l'immobilité du Soleil », fin de citation, décrète la suspension d'Honec corrigatur du De Revolutionibus et l'interdiction de tous les ouvrages enseignant la même doctrine. La thèse énoncée par les cardinaux de la congrégation de l'Index, selon laquelle Copernic suivait ou suivrait la doctrine pythagoricienne d'un géocinétisme associé à l'idée héliostatique, avait pour source immédiate un ouvrage également condamné dans ce décret, publié en 1615 par le père Carme Paolo Antonio Foscarini, la lettre sur l'opinion des pythagoriciens et de Copernic concernant la mobilité de la Terre et la stabilité du Soleil, et sur le nouveau système pythagoricien du monde. D'où Foscarini a-t-il tiré que l'opinion de Copernic, tenue également pour vraie par Galilée et par Kepler, ajoute-t-il, est la même que celle avancée par les pythagoriciens, du texte même de Copernic, mais, comme on va le voir, en s'en réclamant de façon approximative. Dans la lettre au pape Paul III,
qui sert de préface au De Revolutionibus, Copernic écrit que, insatisfait de l'explication ptoléméenne des mouvements célestes fondée sur le préjugé de l'immobilité de la Terre, il a recherché si d'autres philosophes avaient, je cite, « jamais pensé que les sphères du monde eussent d'autres mouvements que ceux que leur attribuaient les professeurs de mathématiques dans les écoles. » Et voici ce qu'il a trouvé. Icétas de Syracuse, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, au témoignage de Cicéron, était d'avis que la Terre se meut. Et Plutarque, en fait le pseudo-Plutarque de la vie des opinions des philosophes, lui a appris que si la thèse géocentrique était majoritairement reçue par les philosophes, certains d'entre eux avaient avancé des idées différentes. Et Copernic nomme 3 auteurs. D'abord Philolaos le pythagoricien, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui pensait que la Terre se meut à l'instar du Soleil et de la Lune autour du feu central sur un cercle oblique. Puis Héraclite du Pont, 4e siècle avant Jésus-Christ, et Ecphante le pythagoricien, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui faisait se mouvoir la Terre, je cite, « non pas selon un mouvement de translation, mais à la manière d'une roue dans une rotation du couchant ou levant autour de son propre centre. » Et au chapitre 5 du livre 1, Copernic cite à nouveau les pythagoriciens Héraclite et Ecphante, ainsi que Icétas, qui faisait tourner la Terre au milieu du monde, tandis que Philolaos lui attribuait plusieurs mouvements. Copernic est donc bien la source directe de Foscarini, et d'autres auteurs qui, avant lui, ont mentionné de façon générique les pythagoriciens comme ayant mis la Terre en mouvement. Mais ces auteurs font dire à Copernic plus que ce qu'il a effectivement écrit. Car, à s'en tenir au texte du De Revolutionibus, Philolaos est le seul pythagoricien nommé par Copernic comme ayant donné à la Terre un mouvement de révolution autour d'un feu central, c'est-à-dire à avoir fait d'elle un astre, à l'instar de la Lune et du Soleil. Mais on le voit immédiatement. Cette seule caractérisation suffit à écarter l'hypothèse que Copernic ait pu faire de lui un précurseur en matière d'héliocentrisme, puisque, toujours d'après sa source, le pseudo-Plutarque, Philolaos ne faisait pas du Soleil le centre immobile autour duquel tournaient la Terre et les autres astres. Au reste, bien que Copernic ait mentionné Philolaos et d'autres pythagoriciens dans sa lettre au pape Paul III, pour s'abriter derrière l'autorité de philosophes anciens au renom prestigieux, ayant osé formuler avant lui une thèse cosmologique aussi manifestement absurde, il déclare lui-même explicitement, dans un passage de l'autographe du De Revolutionibus que n'ont pas pu connaître les lecteurs des éditions imprimées au XVIe et au XVIIe siècle, qu'il ne sait rien en fait des idées astronomiques des pythagoriciens, et ce pour une raison évidente. Je lis le passage du manuscrit resté inédit jusqu'au XIXe siècle. Bien que nous reconnaissions que le cours du Soleil et de la Lune peut être démontré aussi en posant l'immobilité de la Terre, dans le cas des autres astres errants, cela convient moins. On peut croire que c'est pour ces raisons et d'autres semblables que Philolaos a pensé à la mobilité de la Terre. Mais si ces choses ont été comprises de Philolaos ou de l'un quelconque des pythagoriciens, il est toutefois vraisemblable qu'elles n'ont pas été transmises à la postérité, car c'était une règle chez les pythagoriciens de ne rien consigner par écrit et de ne pas enseigner les secrets de la philosophie à tout le monde, mais de ne les confier et de ne les passer que de la main à la main aux amis et aux proches. Voilà donc pour le fondement très approximatif de la thèse historiographique faisant indistinctement des pythagoriciens les précurseurs de Copernic en matière de doctrine héliocentrique. Mais les pythagoriciens ne sont pas les seuls auteurs anciens dont Copernic, selon une autre tradition, aurait été tributaire pour son idée fondamentale. Dans le passage de l'autographe que nous venons de citer, et qui ne figure donc pas dans l'édition imprimée en 1543 ni dans les suivantes, Copernic avait écrit, après la mention de Philolaos, je cite, « Et Aristarque de Samos a été, selon certains auteurs, lui aussi de la même opinion, sans être ébranlé par l'argument qu'allègue et que critique Aristote. » Fin de citation. L'un de ces auteurs au moins
bien que Copernic ne le cite pas dans ce passage, est le pseudo-Plutarque, chez qui Copernic aurait pu lire, dans une liste d'opinions d'auteurs anciens relatives aux éclipses solaires, qu'Aristarque plaçait le Soleil parmi les astres fixes et que la Terre, dans son mouvement autour de lui, serait la cause des dites éclipses. Mais cette opinion d'Aristarque rapportée par le pseudo-Plutarque ne contient pas l'idée que le Soleil autour duquel tourne la Terre est situé au milieu du monde. Aristarque dit seulement que le Soleil est un astre fixe. En fait, ce n'est pas sur ce texte que se sont appuyés les auteurs qui voulaient voir en Aristarque un précurseur de Copernic, mais sur un passage bien connu de l'Arénaire d'Archimède, où on lit. Aristarque de Samos a publié quelques hypothèses desquelles se déduisent, pour le monde, des dimensions beaucoup plus grandes que celles que nous venons de dire. Il suppose en effet que les étoiles fixes et le Soleil restent immobiles, que la Terre tourne autour du Soleil sur une circonférence de cercle, le Soleil occupant le centre de cette trajectoire, et que la sphère du fixe, qui s'étend autour du même centre que le Soleil, a une grandeur telle que le rapport du cercle sur lequel il suppose que la Terre tourne, à la distance des étoiles fixes, est comparable au rapport du centre de la sphère à sa surface. Fin de citation. On a là une description des grandes lignes du cosmos aristarchien qui semblerait anticiper certains éléments de la doctrine copernicienne. Oui, seulement Copernic n'a pas pu connaître ce texte, puisqu'il est paru 1 an après sa mort dans l'édition des Écrits d'Archimède, publiée en 1544 par Thomas Venatorius. Et contre les auteurs qui ignorent cette donnée de fait et qui ont voulu faire d'Aristarque un précurseur de l'héliocentrisme copernicien, il suffira de rappeler ce jugement de Kepler, je cite, « Qui niera que Copernic a trouvé son système, qui rend la Terre mobile au milieu des planètes, dans l'ignorance complète de la thèse d'Aristarque ?» Alors que la thèse faisant des pythagoriciens et ou d'Aristarque des précurseurs de Copernic, et qu'elle a continué de prospérer dans les histoires de l'astronomie, d'autres candidats à cette fonction ont été proposés plus tard. On mentionnera pour mémoire la suggestion de Pierre Duhem, voyant en Nicole Orem un précurseur de la thèse géocinétique copernicienne, alors qu'Orem n'a évoqué que la possibilité de la rotation propre de la Terre, tout comme, plus tard, Nicolas de Cuse et Celio Calcanini, présentés parfois eux aussi comme des précurseurs de Copernic. À partir des années 1950, revenons à notre époque, un certain nombre d'historiens de l'astronomie ont insisté sur la dette essentielle que Copernic aurait contractée envers des auteurs appartenant à une ère culturelle non européenne, à savoir des astronomes musulmans, arabes et persans, actifs entre le XIIIe et le XIVe siècle. Ces astronomes avaient utilisé des modèles non ptoléméens pour pallier divers défauts déparant selon eux l'Almageste, notamment l'emploi de l'équant. Dès le XIe siècle, Ibn al-Haytham avait critiqué Ptolémée pour avoir violé le principe physique du mouvement circulaire uniforme des corps célestes en recourant à cet artifice, ce qui l'avait conduit à employer des modèles physiquement impossibles pour sauver les mouvements en latitude des planètes. Par la suite, d'autres astronomes critiques de Ptolémée, comme Al-Tusi, Al-Urdi, Al-Shirazi et plus tard Al-Shatir, développeront des modèles de cercles tels que le couple de Tusi ou le lemme de Al-Urdi, destinés à produire des effets semblables à ceux obtenus par Ptolémée, mais sans recours à l'équant, c'est-à-dire en respectant le principe du mouvement circulaire uniforme dans le ciel, préoccupation partagée par Copernic sur ce point dès le Commentariolus dans les années 1510. Selon ces historiens de l'astronomie, la ressemblance entre certains de ces montages cinématiques et ceux que l'on trouve dans le De Revolutionibus ne pourrait s'expliquer que par un emprunt de la part de Copernic. Le présupposé de cette thèse dominante dans la littérature spécialisée essentiellement américaine est évidemment que Copernic aurait été trop piètre mathématicien pour trouver par lui-même des mécanismes aussi complexes. Mais elle se heurte à des données matérielles qui amènent à la considérer au mieux comme une hypothèse et non pas comme un fait établi. Comme Copernic ignorait la langue arabe, il faut postuler qu'il aurait eu accès à ces modèles mathématiques via des traductions grecques byzantines qui lui auraient été théoriquement accessibles
Par exemple, à Venise, on sait qu'il séjourna à Padoue entre 1501 et 1503, ce dont on n'a aucune preuve. Et même en ce cas, il aurait fallu que Copernic fût capable de déchiffrer et de transcrire des manuscrits byzantins, ce dont on peut légitimement douter. D'autres spécialistes ont d'ailleurs montré que Copernic aurait pu trouver en Europe des modèles explicatifs complexes de libration faisant l'économie de l'écouen sans qu'il soit besoin de postuler un improbable canal de transmission comme celui évoqué à l'instant. Il est donc bien difficile, voire impossible, de parler sérieusement, comme tel historien de l'astronomie arabe, de, je cite, « prédécesseur islamique de Copernic ». Aussi bien, pourquoi rejeter a priori la possibilité que, partant de prémices semblables à celles des astronomes arabes mentionnés, Copernic ait mis au point par lui-même des constructions géométriques semblables? Enfin, même si on pouvait démontrer un jour la thèse d'une dépendance de Copernic vis-à-vis de modèles cinématiques d'origine orientale, tous formulés dans le cadre d'une astronomie géocentrique, on ne voit pas en quoi cela toucherait à l'essentiel, à savoir l'invention de la doctrine cosmologique nouvelle qu'est l'héliocentrisme. Dans un texte remarquable, Georges Canguilhem écrivait voici 50 ans. La complaisance à rechercher, à trouver et à célébrer des précurseurs est le symptôme le plus net d'inaptitude à la critique épistémologique. Avant de mettre bout à bout deux parcours sur un même chemin, il convient d'abord de s'assurer qu'il s'agit bien du même chemin. Dans un savoir cohérent, un concept a un rapport avec tous les autres. Un précurseur, ce serait un penseur de plusieurs temps, du sien et de celui ou de ceux qu'on lui assigne comme ses continuateurs, comme les exécutants de son entreprise inachevée. Le précurseur est donc un penseur que l'historien croit pouvoir extraire de son encadrement culturel pour l'insérer dans un autre, ce qui revient à considérer des concepts comme pouvant être déplacés et replacés dans un espace intellectuel où la réversibilité des relations a été obtenue par l'oubli de l'aspect historique de l'objet dont il est traité. Cette analyse nous paraît absolument juste. Canguilhem, qui croit à tort que Copernic s'est autorisé d'Aristarque de Samos pour sa supposition d'héliocentrisme, voit juste en revanche lorsqu'il note qu'Aristarque n'est pas pour autant un précurseur de Copernic. Car, je cite, « l'originalité de Copernic a consisté à rechercher la possibilité mathématique du mouvement de la Terre ». Constatation qui, selon nous, vaut pour tous les autres candidats proposés comme des précurseurs de l'héliocentrisme. Pour conclure, on n'est pas plus fondé à faire d'Aristarque de Samos un Copernic de l'Antiquité, pour reprendre une formule célèbre de Sir Thomas Heath, dans un livre publié en 1913, que de faire de Copernic un néo-pythagoricien ou un Aristarque redivivus. Le résultat de notre étude nous conduit donc à soutenir que Copernic est le propre père de son système, pour lequel il n'a pas eu de précurseur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Oui, Karine. Merci. À propos de la question de la transmission, j'ai deux remarques. La première, il me semble que vous posez a priori l'idée qu'une transmission doit se faire par des textes. C'est une hypothèse forte. C'est ma première remarque. La deuxième remarque est à propos de ces montages cinématiques dont vous avez parlé, pour dire qu'ils étaient irréalisables physiquement. Je voudrais revenir sur la question qu'en fait je souhaitais poser également à Denis Savoie, des rapports entre la cosmologie, c'est-à-dire les principes qu'on pose sur la forme de l'univers ou sur les composantes de l'univers. Le mot cosmologie peut avoir beaucoup de sens, et les constructions géométriques que l'on fait pour calculer des positions, mais qui ne sont en rien des hypothèses sur la forme du monde. Je pense que la relation chez Ptolémée entre des hypothèses sur
comment le monde est fabriqué, des modèles qu'il développe dans le livre des hypothèses, et les assemblages géométriques qu'il crée comme des outils de calcul des positions des planètes, mais sans faire d'hypothèse sur le fait qu'ils auraient une réalité, c'est une distinction qui est extrêmement importante à faire. Pour les textes que vous avez cités des pythagoréciens, c'est clairement un autre sens du mot cosmologie que celui qui nous donnerait une description de l'univers physique. Donc, quelle est exactement la nature de l'articulation entre ce livre 1, qui présente des hypothèses sur la forme de l'univers, et les livres suivants qui, eux, font des calculs? Bien, c'est une articulation que l'on trouve également dans l'Almageste, puisque le livre 1 de l'Almageste est d'abord un traité où sont exposées les caractéristiques du monde géocentrique, et il est suivi d'une série de livres qui traitent mathématiquement, exactement comme Copernic le fera plus tard, la question du mouvement et de l'étude des trajectoires des planètes. Donc il y a là une parfaite symétrie entre les deux types de textes. D'une part, une approche cosmologique qui pose les coordonnées de la vision du monde, et ensuite les calculs qui servent à sauver en astronome le problème du mouvement des planètes. Alors, en ce qui concerne la transmission des idées, je ne connais guère d'autres bases solides pour les établir que la présence ou l'absence de texte. Si vous pensez à quelque chose d'autre comme moyen de transmission, je serais tout à fait désireux de l'apprendre. Non, ce que je veux dire, c'est que votre hypothèse pour écarter des transmissions, votre hypothèse s'appuie sur la possibilité ou non pour Copernic d'avoir pu lire un texte que nous connaissons où ces thèses seraient exposées. Mais cet argument est assez fragile. Ce qui est fragile, c'est de poser comme un fait ce qui n'est qu'une hypothèse. Nous n'avons aucun canal de transmission entre les modèles des astronomes musulmans du XIIIe et du XIVe siècle et la possibilité qu'a eu Copernic d'en acquérir la connaissance, fût-ce même à travers des traductions byzantines. Tant que l'on n'a pas ces textes, on en reste à une hypothèse. Le jour où on produira le canal de transmission, nous pourrons reconsidérer la question sous un autre angle. Je vais arrêter. Ouais, je trouve ça plutôt rassurant, moi, que la transmission ne soit pas obligatoire, parce que quand même, quand on arrive à faire une hypothèse correcte, que ça émerge de plusieurs têtes, même à différentes époques, me semble quand même plus rassurant que de se dire il y a une seule personne qui a pensé quelque chose et après tous les autres ont copié. Donc en fait, dans ce sens, ce que vous dites est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'en fait, que Aristarque de Samos a eu, pour différentes raisons, parce qu'on n'a pas beaucoup de textes de lui quand même, le fait de proposer un système héliocentrique et que Copernic le fasse par un autre moyen sans en référer, et même peut-être sans connaître du tout ce qui existait, moi ça me semble plutôt rassurant pour la science. Pierre. Oui, jusqu'à maintenant, il a été question de cinématique exclusivement. Est-ce qu'il y a quelque part chez Copernic une interrogation ou une vision dynamique sur les forces, en langage moderne, qui sont à l'origine de ces mouvements, ou est-ce que le principe du mouvement parfait, qui est circulaire, sans intervention extérieure, est le seul argument de nature dynamique ou pseudo-dynamique qui soit donné? Copernic n'aborde jamais le problème de ce qui fait mouvoir les planètes. On croit encore au XVIIe siècle, on le voit chez Riccioli dans l'Almagestum Novum par exemple, que ce sont des anges qui poussent les planètes. Kepler lui-même est un peu plus ambigu. Voilà, il y a les sphères porteuses qui, à un certain temps, ont eu une certaine vogue, mais il faut vraiment attendre Newton pour que vraiment on aborde ce problème qui reste toujours de deux côtés. Copernic, à aucun moment, dans le De Revolutionibus, n'aborde la dynamique.